Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Quel rapport la génération Z entretient-elle avec le monde du travail et l'orientation professionnelle? C'est la question qu'on va se poser dans la première partie de notre émission. Vous connaissez les dinosaures, mais connaissez-vous les femelles de ces géants du Jurassique? L'auteur et biologiste Jean-Baptiste de Panafieux s'est chargé justement de remettre les dinosaures au féminin. On en parlera avec lui en seconde partie. Dans sa chronique, Adrien Fontenot nous emmène en Autriche où le Parlement s'efforce de suspendre le regroupement familial. On verra tout cela avec lui dans quelques instants. Mais avant cela, place à l'actualité de l'éducation avec Adrien. Bonsoir Adrien. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On débute ce journal avec l'actualité internationale. Une fois n'est pas coutume, mais ce drame aux États-Unis. Ce lundi, un automobiliste a percuté une garderie à Chatham, une petite ville de l'Illinois, dans le nord du pays. Le bilan est de 4 morts, dont des enfants âgés de 4 à 18 ans selon la police. L'automobiliste est rentré dans la garderie avant de la traverser et de ressortir de l'autre côté. Parmi les victimes, 3 ont été percutés à l'extérieur du bâtiment et 1 à l'intérieur. Le conducteur et seul occupant du véhicule a été blessé et transporté dans un hôpital du secteur selon les forces de l'ordre. Plusieurs autres personnes ont été blessées et transportées à l'hôpital. Aucune communication en revanche sur l'intentionnalité ou non de cet acte. Réaction du gouverneur de l'État, J. Robert Pritzker, dans un communiqué sur X. Je suis horrifié et profondément attristé. Les parents ont dit au revoir à leurs enfants ce matin sans savoir que ce serait la dernière fois. J'ai le cœur lourd pour ces familles et le chagrin inimaginable qu'elles éprouvent. Quelque chose qu'aucun parent ne devrait avoir à endurer. Allez, retour en France avec cette information dont on vous parlait déjà hier. Le tribunal administratif de Lille avait annulé la décision du préfet du Nord de résilier le contrat d'association avec le lycée Averroès. Et la réaction d'Elisabeth Borne ne s'est pas fait attendre. Comme c'était pressenti, la ministre de l'Éducation nationale l'a annoncé sur TF1 ce matin ainsi que sur son compte X. Elisabeth Borne fait appel de ce jugement du tribunal administratif de Lille. Il est inacceptable qu'un établissement financé à 75% par de l'argent public refuse l'accès à des inspecteurs de l'éducation nationale venus exercer leur mission de contrôle. Ce manquement grave remet en cause la confiance indispensable entre l'État et tout établissement sous contrat. Autre sujet abordé par Elisabeth Borne ce matin, les violences à l'école et la santé mentale des jeunes. L'école doit rester un sanctuaire où la violence n'a pas sa place. C'est tout le sens des mesures de sécurisation des établissements en lien avec les collectivités. Nous devons aussi mieux repérer et prendre en charge les jeunes qui ont des problèmes psychiques. Je tiendrai mi-mai des assises de la santé scolaire pour avancer sur le sujet de la santé mentale. La santé mentale, justement, on en parle avec cette étude de l'Institut Terram et l'association Alliance pour la santé mentale. Un rapport inédit en France où on apprend que près d'un tiers des étudiants et travailleurs sont usés par leur trajet quotidien. Infrastructure inadéquate, trajet long ou coûteux, conditions de transport dégradées. Ils sont 30% des actifs et étudiants à estimer que leur trajet entre le lieu de travail ou le lieu d'études les fatigue, voire dégrade leur santé. Selon les données de l'étude, un Français parcourt en moyenne 42 km par jour en aller-retour entre son domicile et son lieu d'études ou de travail pour une durée moyenne de 65 minutes. Un chiffre qui explose en Ile-de-France, région la plus touchée avec une durée moyenne de 82 minutes. Et les jeunes se disent plus impactés. 35% des 18-34 ans jugent que leur trajet quotidien pèse directement sur leur santé contre 22% des 50-64 ans. Être parent modifie aussi le rapport au déplacement et dans les cas des familles monoparentales, la mobilité peut être un véritable poids. 43% des parents célibataires interrogés estiment que leurs difficultés de déplacement ont joué un rôle dans leur état de colère. C'est 22 points de plus que les personnes sans enfants à charge. Victor Delage, fondateur de l'Institut Terram, le résume bien. Souvent, quand on parle de mobilité, on aborde le sujet sous des angles techniques, économiques, voire écologiques. Mais on oublie ce qu'elle fait vivre aux individus sur le plan émotionnel et psychologique. Dans l'actualité également, cet anniversaire ô combien important. Il y a 80 ans, jour pour jour, les femmes votaient pour la première fois en France. Le 29 avril 1945, c'est la date à retenir. C'était pour des élections municipales et Marcel s'en souvient comme si c'était hier. Marcel a 105 ans aujourd'hui et se rappelle de ce premier bulletin glissé dans un bureau de vote à Pantin. Ça m'a marqué et pour moi c'est toujours un événement. Je me revois encore ce jour-là, rentrer et les gens qui regardaient les femmes comme si on était... Eh bien maintenant je suis bien contente d'avoir été votée, oui. Un moment marquant pour la centenaire, comme chaque nouvelle élection d'ailleurs, une nouvelle occasion d'exprimer son opinion, ses droits. Depuis ce premier vote en 1945, Marcel n'a raté aucun scrutin et elle ne comprend pas que certaines femmes puissent aujourd'hui s'abstenir.
Pour moi, une personne qui ne va pas voter, c'est pas une vraie Française. Elles ne vont pas voter, elles n'ont qu'à se taire. D'ailleurs, je leur dis, vous n'avez pas le droit à la parole, vous n'êtes pas allé voter. Voilà, Marseille qui a des convictions et qui les exprime. Témoignage recueilli par Pierre Coplot pour RTL. Cher combat que celui du droit de vote pour les femmes. On poursuit, et ça ne va pas plaire à Marcel, avec cette enquête de l'ONG Oxfam. En 2025, seuls 28% des postes clés exécutifs, parlementaires ou locaux et dans les grandes institutions sont occupés par des femmes. Oui, François Bayrou se vantera peut-être d'avoir un gouvernement parfaitement paritaire avec 18 femmes et 17 hommes. Quand on creuse un peu, l'Oxfam pointe un détail important. Le taux de parité diminue dès qu'on s'approche des postes considérés comme les plus puissants, à 43% pour les ministères de plein exercice et à 25% pour les ministères d'État. Et on ne trouve aucune femme à un poste régalien. Pour rappel, les ministères régaliens sont ceux de l'Intérieur, de la Justice, des Armées, des Affaires étrangères ou encore de l'économie. Et actuellement, oui, ils sont tous occupés par des hommes. Autre chiffre mis en avant par l'Oxfam, il concerne l'Assemblée nationale. Si sa présidence est assurée depuis 2022 par une femme en la personne de Yaël Braun-Pivet, l'hémicycle n'est pas vraiment paritaire avec seulement 36% de députés en 2024 et elles ne sont que 27% à présider un groupe parlementaire. Dans cette étude, on apprend également qu'en France, un maire sur 5 seulement est une femme. De même pour ce qui est de la présidence des départements. En revanche, 53% des députés européens sont des femmes. La parité et la participation égale des femmes à la vie publique restent un combat essentiel pour faire avancer les droits des femmes selon l'Oxfam. 1945 est bien loin, mais le chemin est encore long avant d'atteindre une parfaite parité. Allez, on termine sur une note positive. On a parlé de santé mentale, on peut parler de lien social aussi avec cette initiative du groupe Turnstile Vitaris. Ouais, c'est un nom qui ne vous dit peut-être pas grand-chose, sauf si vous avez des problèmes d'électricité, de plomberie ou encore de conciergerie. Ça, c'est pour les domaines de prédilection de l'entreprise. Mais son président, Alain Monteux, s'est aussi mis en tête d'aller un peu plus loin. Il veut offrir un service tout en créant ce fameux lien social entre des seniors qui font appel à son entreprise et des étudiants qu'il a recrutés spécialement pour ces tâches. On a pensé avec un partenaire à envoyer des étudiants à domicile pour résoudre ces petits problèmes du quotidien. Donc on peut penser à changer une ampoule. Vous voyez, vous envoyez un électricien, il va pas changer une ampoule, c'est pas son métier. Donc les personnes âgées, il faut monter sur l'escabeau, c'est un peu dangereux. Donc c'est des petits, aller faire les courses, aller se promener. Et puis après, on est passé sur des rendez-vous passion. Ben, j'ai envie de me remettre aux échecs ou d'échanger, de faire un peu de piano et d'échanger avec un étudiant qui fait ça. Donc c'est comme ça qu'on a eu l'idée d'amener des étudiants au domicile en complément de nos services pour échanger. Voilà, l'idée, on l'a compris, c'est de ramener ce fameux lien social, une idée d'autant plus importante après les révélations de l'association Les Petits Frères des Pauvres. En 2017, 1,5 million de personnes âgées n'avaient pas de relation amicale, un chiffre qui avait explosé en 2021 à 3,9 millions. Je vous laisse imaginer en 2025, donc les initiatives comme celle-là, on les apprécie, on en parle. Merci beaucoup Adrien. Génération Z versus monde du travail, un sujet qui occupe de récentes études dans un monde évidemment en plein changement et où les débouchés professionnels ne sont plus les mêmes que ceux d'hier, ni même de demain. Alors comment perçoivent-ils le futur et quelles aspirations les motivent? On en parle tout de suite dans le Grand JT. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir Geneviève Auré-Segard. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice adjointe de l'EDEC New Gen Talent Center. Merci. Gwenady Park, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous également. Vous êtes fondateur de J'Explore. Un petit mot sur J'Explore pour ceux qui ne connaissent pas peut-être? Oui, en quelques mots, J'Explore, c'est une plateforme d'orientation active qui permet aux jeunes et aux moins jeunes de découvrir des métiers, de se questionner, de découvrir ses compétences et potentiellement de trouver sa prochaine voie professionnelle. Ça tombe bien parce qu'on parle d'orientation aujourd'hui. L'EDEC, une grande école. Oui, tout à fait, une grande école de commerce. Et le New Gen Talent Center, peut-être juste, c'est un centre d'expertise sur tout ce qui est aspiration professionnelle des jeunes générations de diplômés, donc plutôt Bac+5. Une étude de l'Institut Montaigne parue ce matin dans Le Monde analyse le rapport des jeunes au travail et à l'orientation afin de déboulonner un cliché surtout, parce qu'il y a beaucoup de clichés sur les jeunes. Il y a des clichés sur tout le monde de toute façon malheureusement, mais sur les jeunes en particulier. Et bien la valeur travail est primordiale pour eux, sachez-le, même bien plus que leurs aînés. Alors pourquoi cette jeunesse paresseuse est restée longtemps comme un mythe perpétuel?
selon vous, Geneviève? Écoutez, je pense qu'il y a eu beaucoup d'articles parfois qui disaient que cette jeunesse était désengagée de l'entreprise, qu'elle était flemmarde, etc. Et en fait, quand on les interroge, ils sont vraiment enthousiastes, en tout cas, quand ils abordent le marché du travail vis-à-vis de l'entreprise. Ils ont une vision vraiment favorable de l'entreprise. Quand même 8 sur 10 disent que leur vision de l'entreprise est positive ou très positive. Et pour eux aussi, le travail est très important. Et c'est une des principales sources de satisfaction personnelle et à l'entrée de la vie active, en tout cas, c'est positif. Oui, voilà. exactement. Après, ça se gâte un petit peu, mais on va en parler. Gennady Pak, vous, votre vision justement du monde du travail est-elle positive? A-t-elle toujours été positive, même à votre entrée par exemple au collège ou au lycée? Je pense qu'elle a été toujours positive, c'est juste simplement qu'elle a changé pour les jeunes. Avant, on avait une vision plutôt où ce qui était important, c'était la stabilité, une carrière linéaire. Aujourd'hui, ce qui est important pour les jeunes, c'est l'agilité, c'est l'impact, c'est le sens. Et dans le mot sens, il y a aussi l'équilibre de ce que peut apporter le travail pour la vie personnelle et pour la vie professionnelle. Oui, dans ce sens-là, parce que le sens sur la notion de l'environnement, tout ce qui a été mis en avant pendant les élections, par exemple présidentielles ou législatives, finalement, on ne le ressent pas vraiment. Hein. La qualité RSE de l'entreprise, etc., ça tombe un peu finalement de côté, ça. C'est un tout. C'est-à-dire, il faut que l'entreprise ait un impact sur l'environnement, il faut qu'elle impacte la vie quotidienne des personnes, mais dans le concret, quand on fait un métier, parfois, on est dans ses tâches, on est dans ses missions. Et ce qui est important, c'est qu'est-ce que je retire personnellement, quel est mon sens à moi lorsque je rentre chez moi le soir, après avoir fait une journée de travail parfois compliquée voilà, dans une entreprise. Cette étude démontre même que l'activité professionnelle joue un rôle dans la construction identitaire. Et ça, c'est très fort aussi sur l'identité des jeunes et l'impact, évidemment, vous l'avez dit, sur le bien-être et l'intégration sociale. On continue de se construire par le travail, selon vous ? Ah oui, tout à fait. En tout cas, pour les jeunes, le travail est très important. En fait, c'est la chose qu'ils mettent en premier. En fait, on les avait interrogés sur le fait s'ils mettaient plutôt la vie familiale, la vie sociale ou le travail en premier, en début de carrière. Et en début de carrière, c'est vraiment le travail qui les construit et qui crée leur épanouissement. Et pour vous aussi, toujours? Ou alors c'est à égalité avec votre vie personnelle? Nous, quand on collabore avec des établissements scolaires, notamment qui orientent les plus jeunes vers les filières professionnelles ou les filières supérieures, on voit que pour les jeunes, l'orientation, c'est quelque chose de très important. Ils en parlent autour d'eux, avec leurs proches, avec leurs parents, mais ils ne se sentent pas très bien accompagnés. Alors ça, c'est un autre sujet et on va y venir sur l'orientation précise. Là, je parle de la construction par le travail, la construction identitaire, vraiment, de sa propre identité par le travail. Aujourd'hui, les jeunes, ce qu'ils attendent du travail, c'est un meilleur équilibre, c'est une meilleure intégration dans la société et c'est aussi des meilleures compétences. Dans un monde qui change, ce qui compte aujourd'hui, c'est de savoir s'adapter, c'est de savoir apprendre à apprendre. Et c'est ce qu'ils attendent aussi de la part d'une entreprise lorsqu'ils arrivent justement sur un premier poste ou un second poste dans le travail. Incarner, avoir une vocation, être pompier, médecin, avocat par exemple, ça marque une identité très forte en fait. Ça engage une carrière, un état d'esprit et autres. C'est dans ce sens-là, je pense, la véritable logique identitaire par la valeur travail. Est-ce que celle-ci, par hasard, c'est aussi une continuité pour vous? Ou est-ce que, pour l'instant, non, on est dans quelque chose où on s'adapte? Et on est dans, parce qu'on va y voir les chiffres, hein, c'est souvent 3 ou 4 métiers pour une vie. Oui, exactement. Voire plus, on va changer beaucoup de métiers au cours de notre vie professionnelle. On va changer de secteur, on va changer de poste. Et effectivement, aujourd'hui, ce qui compte, c'est quelles compétences je vais acquérir dans le poste actuel pour pouvoir faire cette transition et ne pas être perdu justement entre les différents métiers que je vais exercer. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et même, en fait, ils envisagent la carrière comme une succession d'expériences. Et ils veulent garder cette agilité pour pouvoir... en fait, aujourd'hui, la carrière, c'est plus une trajectoire linéaire. Hein. En fait, c'est plutôt succession d'expériences où ils veulent pouvoir avoir cette agilité de changer de trajectoire selon les aléas de la vie ou les aléas du professionnel. Hein. Oui, alors il y a la valeur argent aussi, qui compte beaucoup dans tout ce qui est ressorti à la fois dans le sondage fait par Opinionway pour J'Explore, que j'ai sous les yeux, les jeunes et l'orientation, mais aussi celui qui est paru ce matin, dont je vous parlais, par l'Institut Montaigne et qui est paru dans Le Monde, effectivement, où la valeur argent est souvent synonyme d'indépendance. Donc elle est vraiment très importante pour les jeunes qui démarrent, même pour un premier travail. C'est vrai, la rémunération est importante, mais
autant que le sens. En fait, moi, je distinguerai pas parce que c'est un tout. En fait, ils veulent avoir un métier qui est utile. Ils veulent aussi être... En fait, la rémunération, c'est aussi une sorte de considération du candidat ou de la personne, du jeune. Et donc, ils veulent à la fois le sens et la rémunération. Mais davantage, par exemple, que par rapport à la génération précédente, il y a 10 ans? En tout cas, de vouloir les deux, oui, en tout cas, ils l'expriment plus, parce que je pense que toutes les générations ont voulu avoir du sens dans leur travail. Mais les générations précédentes n'exprimaient pas forcément auprès de l'entreprise. Aujourd'hui, les jeunes expriment auprès de l'entreprise à la fois ce besoin de sens, de considération, de reconnaissance par la rémunération, et aussi l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle, puisqu'ils recherchent un tout, une qualité de vie globale en fait. C'est surtout à ça que sert finalement la rémunération, c'est de pouvoir allier les deux vies. Bien sûr, c'est pas du tout incompatible, au contraire. Aujourd'hui, les jeunes veulent à la fois un travail, une passion dans le travail, une rémunération associée à ce travail. Et pour ça, il faut avoir une stratégie. Il faut construire une stratégie pour arriver à ce but. Donc savoir prendre le temps, trouver le bon poste, et savoir évoluer, savoir s'adapter aux réalités économiques. Parfois, on fait des études, mais on ne sait pas où on va. C'est important aussi d'avoir un but ultime, entre guillemets, de ce premier travail. Et aujourd'hui, les jeunes, peut-être, sont un peu plus exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis des entreprises où ils vont postuler. Oui, il y a une réticence, effectivement. Enfin, une réticence, en tout cas, une exigence, ça c'est certain. Oui. Une gestion du temps aussi qui importe énormément, non ? La gestion de leur temps, c'est-à-dire le temps au quotidien, dans le travail, la gestion du temps à répartir entre justement la famille, les amis, la vie professionnelle et les choix finalement faits. Je parle peut-être pour ma génération, qui ont été diplômés il y a moins de 10 ans. Aujourd'hui, faire une année sabbatique pour voyager, ce n'est pas du tout étrange. Peut-être qu'avant, ça l'était un peu. Ça n'était pas non plus avant. Non. Mais Erasmus existait depuis très longtemps. Et le nombre d'écoles, la première était l'EBS, qui proposait effectivement ces années de césure, en tout cas. Moi, je pense même après être diplômé. Après avoir obtenu son diplôme, aujourd'hui, on ne va pas forcément commencer à travailler tout de suite. On va faire une pause, on va voyager, on va découvrir le monde. Et ça, c'est vu comme une expérience aussi personnelle où on va apprendre à connaître le monde et apprendre à monter en compétences, être ouvert aux autres. C'est une compétence aujourd'hui qui est recherchée par les entreprises. C'est différent d'avant, ça, Oui, je pense que c'est différent d'avant parce que même quand ils ont un premier poste, ils veulent être capables de pouvoir s'arrêter pour aller faire, par exemple, un voyage ou une année sabbatique ou s'engager dans une association et revenir après, soit dans l'entreprise, soit dans un autre métier ou un autre poste. Et c'est cette agilité-là qui est vraiment... Et leur premier objectif, c'est vraiment de continuer à acquérir des compétences. C'est très, très important. Et donc, il faut que aussi l'entreprise les nourrisse et leur offre des formations et qu'ils puissent continuer à apprendre et à se développer. En fait. À se former, oui. Ils vont choisir, en fait, les étudiants vont choisir effectivement l'entreprise en fonction aussi de cela. Exactement. Ce qu'elle propose dans les formations et dans l'évolution. Exactement, exactement. C'est vraiment très important et ça fait partie de leur construction de cette agilité et de employabilité. En fait, ils veulent maintenir une employabilité dans un milieu professionnel qui évolue très vite et en plus avec l'IA qui évolue vraiment très très vite. On l'a dit, 59% donc, des jeunes pensent au cours de leur vie professionnelle seront amenés à exercer seulement un seul métier. 40% pensent changer plusieurs fois de métier. Donc il y a une vraie aussi ambition, en tout cas volonté de pouvoir dès le départ, en fait, sans savoir ce qui les attend réellement, de pouvoir tester plusieurs choses. Oui, et ce qui est intéressant dans l'étude qu'on a réalisée avec OpinionWay, c'est que les jeunes pensent qu'ils vont changer entre 1 à 3 fois de métier. Ce que montrent les études plutôt nationales ou plus macroéconomiques, c'est qu'on va changer plutôt entre 3, 5 à 15 fois de métier au cours de notre vie professionnelle. 3 à 15 fois 3 à 15 fois. Mais on peut considérer que les petits boulots sont des métiers ou pas ? Parce que qu'est-ce qui est compté là-dedans ? Alors, quand on évolue au sein d'une entreprise, quand on change de département ou de poste, on peut le considérer comme un changement de métier, puisqu'on va changer de périmètre de notre poste, effectivement. Voilà, on prend en compte vraiment ces aspects-là aussi. On peut rester dans une même entreprise et évoluer en interne. Oui, forcément. Il y a le stade de l'orientation, parce que ce qui est intéressant, c'est de définir finalement le stade de l'orientation. Et avant de le définir et de parler d'orientation précisément, l'Institut Montaigne, donc via Le Monde, nous expliquait qu'il y avait 4 profils de jeunes actifs, et j'aimerais votre opinion là-dessus, sans les détailler spécifiquement, mais il y a les satisfaits, ils sont à hauteur de 38% à peu près, donc satisfaits de leur métier, satisfaits de leur vie professionnelle, du monde du travail. Les frustrés, qui aimeraient faire autre chose, mais qui soit n'y arrivent pas
fois, soit ne peuvent pas ou autres, qui sont à peu près à la même hauteur. Les fatalistes, qui décident, et là c'est à hauteur de 28%, qui décident qu'ils pensent qu'ils malheureusement ils doivent se satisfaire de ce qu'ils ont et point. Et puis les rebelles qui veulent évidemment tout changer et qui sont contre cette idée effectivement des grandes entreprises, du monde du travail, du patronat et autres, qui ont un point de vue davantage plus idéologique. Est-ce que justement cette notion politique, idéologique rentre beaucoup dans la notion de la valeur travail et de ce que l'on recherche dans l'orientation ? Peut-être un premier élément de réponse, effectivement, quand les jeunes commencent à se questionner justement sur quelle serait leur place dans l'entreprise et dans l'organisation, on voit aujourd'hui quand même une assez grande envie d'indépendance assez tôt. Alors indépendance financière aussi, par la montée je pense qu'on peut le dire aussi, des influenceurs, des formats de travail indépendant en ligne. C'est une marque aussi peut-être de jeunes rebelles qui veut s'émanciper seul et qui voit des exemples. Mais la réalité économique, je pense qu'elle est quand même assez loin de là, de ces situations-là. La majorité des personnes vont se retrouver dans des grandes entreprises, dans des grandes organisations. Il faut savoir plutôt s'adapter et évoluer au sein de ces organisations si on veut avoir un emploi stable et une vie épanouie. Je rappelle, Geneviève Aurier-Segar, que vous êtes directrice adjointe de l'EDEC, qui est une grande école de commerce. C'est vrai que quand on voit, vous faites forcément, j'imagine, le lien entre les grands entrepreneurs, les grandes entreprises et évidemment les étudiants qui sont chez vous. Quel est le regard qu'ils portent par rapport à ces grands groupes ? Par rapport aux grands groupes, oui. Alors en fait, nous, on dit qu'il y a plusieurs jeunes. En fait, il y a des ambitions différentes, plurielles. Il y a ceux qui vraiment sont attirés par les grands groupes parce qu'ils ont envie de faire carrière, parce qu'ils ont envie de monter dans la hiérarchie, avoir des postes de dirigeants. Et après, il y a ceux qui sont plus entrepreneurs, par ambition, en fait, et qui ont envie d'avoir de l'indépendance, d'être leur propre patron. Et eux se tourneront plus facilement vers l'entrepreneuriat ou le freelancing ou des types d'emplois qui sont plus libres. Et moins dans une structure. Et après, il y a aussi ceux qui voient plus l'intérêt général, qui ont envie d'apporter leur impact sur les grands enjeux du monde et qui, là, iront peut-être plus soit dans des fonctions RSE, etc., soit dans des associations ou des entreprises à impact ou à mission. Toujours avec cette notion de sens qui revient. Voilà, alors, exactement. parlons d'orientation. Je rappelle que c'est le titre de votre enquête avec J'explore, faite par Opinionway, les jeunes et l'orientation. Les jeunes sont majoritairement, on l'a dit, quand même satisfaits de leur emploi, premier emploi ou deuxième emploi, globalement, même s'ils regardent souvent une orientation scolaire et professionnelle qui n'est pas forcément adéquate. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème de renseignement déjà à la base sur l'orientation ? Oui, lorsque les jeunes s'orientent aujourd'hui, il y a tout d'abord un certain isolement lorsqu'il s'agit de faire un choix. On n'est pas forcément bien accompagné, on s'y prend toujours assez tard dans le stress. Les familles aussi rajoutent un peu de stress dans tout ce processus. Et de l'autre côté, les jeunes ne seront pas assez informés sur les opportunités qui existent aujourd'hui, notamment sur la réalité économique. Nous, chez J'explore, on est convaincus qu'une orientation réussie, c'est savoir concilier les inspirations personnelles et la réalité économique qui s'offre à nous pour s'orienter et avoir un premier emploi, une première formation, une première insertion professionnelle. Aujourd'hui, on manque d'accompagnement pour pouvoir leur soumettre toutes les possibilités qui existent et leur permettre de ne pas être un peu fataliste en se disant « j'ai raté mon orientation aujourd'hui, c'est trop tard, je suis résigné ». Il n'est jamais trop tard puisqu'on va changer de métier plusieurs fois de notre vie. A priori, c'est la mère qui a 71% et le soutien et l'aide à l'orientation, ou en tout cas les parents, la famille, les proches, viennent en queue de liste les instituts d'orientation, qui sont souvent publics, d'État, puis aussi certains privés. Il y a une vraie méconnaissance de l'information. Pourquoi on ne va pas vers ces centres d'orientation ? Alors, je pense qu'ils existent et qui font leur métier, mais ils sont peut-être, il faudrait peut-être encore plus. Et l'entreprise de Gennady est vraiment très intéressante pour ça, parce qu'elle propose à un grand public de pouvoir s'immiscer dans différents métiers et d'explorer ces métiers. Et je pense qu'en effet, c'est dès le plus jeune âge où on devrait
réveiller la curiosité des enfants pour réfléchir à ce qu'ils ont envie de faire dans la vie. Et même si, dans un premier temps, c'est peut-être un peu tôt, mais ça les ouvre à cette curiosité-là. En revanche, alors l'aide dispensée par les professeurs remporte la palme de la satisfaction. Il y a 27 points de différence entre les écarts entre les centres d'orientation et les profs. Et les conseillers d'orientation au sein même des établissements, qui sont vraiment prévus pour ça aussi, sont vachement plébiscités par les jeunes qui les consultent, et tant mieux. Mais c'est vrai que lorsqu'on reprend votre étude et qu'on voit la connaissance de certains métiers, alors médecin, a priori, tout le monde sait, mais sauf que, bon, évidemment, en fonction des spécialités, là, ça devient plus compliqué. Mais enfin, globalement, il y a une réponse à 95%. On se dit oui, je sais ce que c'est. En revanche, pour tout ce qui est couvreur, employé, technicien, ouvrier qualifié, en chaudronnerie, par exemple, ou en usinage, etc., là, on voit absolument qu'il y a un écart considérable. On ne sait absolument pas ce que ça veut dire. On imagine un type derrière des boulons en train de serrer le lycée, quoi. Ce qui n'est pas du tout la réalité. Mais derrière ça, effectivement, en fait, c'est des métiers qui sont peu visibles et peu accessibles, en fait, pour ces jeunes. Le meilleur moyen de découvrir une entreprise, c'est de faire un stage, par exemple, ou d'aller à la rencontre de ces professionnels. Le médecin de la famille, on le connaît. On est déjà allé le voir, le boulanger aussi, le policier, le pompier, on en a parlé. C'est normal que ces métiers sont un peu plus connus, mais il y a beaucoup de métiers qui recrutent qui ne sont pas justement connus par les jeunes. Et eux, ils ont tout intérêt à être connus pour offrir une réelle opportunité de travail. Lesquels, par exemple ? Par exemple, chaudronnier-soudeur. Alors, ils sont quand même soudeurs, parce que je me disais, mais pourquoi il y a soudeurs sur la ligne ? 89% a dit répondre que oui, ils connaissent très bien ce métier. Alors, ils connaissent ce métier, mais ils ne savent pas qu'ils recrutent. Certes, mais même connaissent ce métier, soudeur. Moi, je ne pensais pas que les jeunes étaient... Oui, non, mais enfin, tant mieux. Carrossier automobile, ça ne m'étonne pas tant que ça. En revanche, pharmacien, 95% aussi. Mais donc, soudeur, effectivement, ils recrutent. Quel autre métier ? Alors, on peut reprendre, ce sont les 10 métiers en fait les plus en tension. Je vous les soumets. Voilà, merci. Ce sont les 10 métiers les plus en tension, justement, publiés chaque année par France Travail. Alors, effectivement, ces personnes-là connaissent ces métiers, mais lorsqu'on les interroge ensuite sur est-ce que vous pouvez nous expliquer justement quelle est la journée type de ce métier, quelles sont les opportunités possibles de carrière, là, il y a des réponses un peu plus mitigées. Puisque ces métiers sont beaucoup moins connus. Alors voilà, peut-être on peut prendre le dernier. Ouvrier qualifié en conduite d'équipement d'usinage. Donc c'est les métiers d'usinage dans toutes les industries qu'on peut se représenter. Et les personnes les connaissent moins bien. D'accord, donc favoriser les stages un maximum en entreprise, peu importe, pour pouvoir essayer de se donner une... Mais le problème, c'est qu'on a, au cours d'une scolarité, si je puis dire, d'études supérieures, on a l'occasion de faire combien de stages à peu près ? À l'EDEC, par exemple. Il y a en tout cas 2 stages. Oui, de combien de temps ? Alors, il y a un premier stage qui est entre le pré-master et le M1 qui est de 3 mois. Oui. Et après, il y a une année, ce qu'on appelle l'année de césure, où là, ils peuvent faire 2 stages, jusqu'à 2 stages. Et est-ce que sur 2 ou 3 stages, vraiment, on va privilégier des métiers qu'on ne connaît pas du tout, qui a priori ne nous intéressent pas ? C'est ça la question qu'on se pose. Si, après c'est aussi tout un travail de l'école de proposer et de faire de l'information sur les différentes filières que les étudiants peuvent suivre et les différents stages qu'ils peuvent faire pour avoir un éventail des possibilités, en fin de compte. Les catégories, les métiers qui intéressent le plus aujourd'hui, qui passionnent le plus les étudiants, en tout cas qui attirent le plus ? C'est la finance toujours et les secteurs financiers. Ah oui. Et le luxe aussi, beaucoup. Et après le conseil aussi, qui est très très recherché. Alors le conseil, c'est assez vaste d'ailleurs. On en peut dire un mot pour ceux qui nous regardent parce que c'est comme coach, coach de vie. On ne sait jamais ce que c'est. Là, le conseil précisément, c'est quoi ? Ça correspond à quoi ? Donc les entreprises de conseil. Donc il y a des grandes entreprises de conseil comme McKinsey, etc., qui font du conseil en stratégie auprès d'entreprises. Ou d'Emmanuel Macron. Ouais. Ouais. Et d'autres, Bain et autres. Et puis après, il y a des sociétés de conseil, des cabinets de conseil qui sont plus spécialisés sur des secteurs donnés. Par exemple, sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on voit des sociétés de conseil en IA. Et donc voilà, donc c'est un large choix de type de conseils, en fait. Il y a encore 1 an ou 2, on disait que 85% des métiers de 2030, on ne les connaît pas encore et ils sont tous dans le numérique, ou en tout cas happés vers le numérique. Est-ce que c'est aussi ça vers lesquels tous les étudiants vont, sachant que ça peut être très vaste, parce que finalement, le numérique peut être dans n'importe quel métier. Il y a beaucoup de métiers qui vont apparaître, notamment à l'ère de l'intelligence artificielle, du numérique.
Nous, on va plutôt, notamment en travaillant avec les entreprises, puisque un de nos métiers chez J'Explore, c'est de mettre en avant une journée de travail dans différents secteurs, notamment des secteurs méconnus. Ce que nous, on constate surtout, c'est notamment les métiers qui vont se transformer. Et c'est ça qu'on connaît peut-être moins bien. On a une image d'un ingénieur, par exemple. Oui. Un ingénieur aujourd'hui, c'est pas du tout l'ingénieur de demain. Et même dans le luxe, on s'appuie beaucoup plus sur le numérique pour réaliser peut-être certains designs, pour travailler la modélisation 3D, pour se représenter certaines maquettes de nouveaux produits. Ce sont des nouvelles compétences et c'est en ce sens que c'est intéressant pour les jeunes d'avoir peut-être une double compétence. Une compétence généraliste et une compétence peut-être un peu plus technique. Vous parlez du luxe, juste dernier petit point, c'est vrai que dans cette enquête là, réalisée par l'Institut Montaigne, il précisait que 75% des jeunes actifs étaient contents, ravis de leur métier dans le luxe. Est-ce que c'est aussi un retour que vous avez eu avec vos étudiants de l'EDEC ? Oui, bien sûr, quand ils commencent dans le luxe, ils sont très contents. Et bon, faut dire que c'est un métier qui est phare pour la France et qui permet d'avoir des postes, par exemple, à l'étranger. Et donc, c'est vraiment une filière et qui prône l'artisanat, surtout. Voilà, exactement. Parce que ce sont des métiers formidables qui sont un peu oubliés et qui reviennent encore aujourd'hui. Et on pense à Compagnon, on pense à tout le monde et qui font des métiers vraiment remarquables. Merci à vous deux d'être venus sur le Grand JT pour nous parler d'orientation, du monde du travail et de cette vision des gens, des jeunes, mais voilà, des jeunes actifs pour leur future vie. Gwenady Pack, fondateur de J'Explore, et Geneviève Aurier-Segar, directrice adjointe de l'EDEC New Gen Talent Center. Merci beaucoup. Merci d'être venus. Merci. Merci à vous. On marque une courte pause, on se retrouve. Chaque matin dès 6h30, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des conseils pratiques en matière d'éducation et de parentalité. C'est important d'adopter des mesures hygiéno-diététiques, c'est important de savoir bien manger, de bien s'hydrater, d'avoir un bon sommeil. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée aux élus et aux élèves qui font bouger l'éducation partout en France. Je voyais pas énormément de jeunes, je ne me reconnaissais pas énormément dans les listes parce qu'il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait pas de sportifs et je me suis dit pourquoi la politique ça touche que certaines personnes. À 12h30, School TV vous ouvre les portes de l'école du futur. Avec son équipe de chroniqueurs, Philippine Dolbeau met en lumière des acteurs engagés et des innovations pédagogiques qui façonnent l'école de demain. L'usage qu'on peut faire d'un téléphone et celui d'un ordinateur est complètement différent. Sur l'ordinateur, on parle bien d'un usage pédagogique. Pour le cours, le téléphone, on aborde plutôt la question des réseaux sociaux et je ne pense pas que les enseignants prônent d'utiliser TikTok ou YouTube. Tous les soirs à 20h30, dans le Grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Le double objectif de tout ce que nous avons fait, qui est la boussole de toute l'action, c'était deux objectifs que j'affichais toujours, c'est-à-dire un, hausser le niveau général des enfants de France, deuxièmement, baisser les inégalités, donc rapprocher les plus défavorisés du reste du groupe et que tout cela monte, ce que j'appelle parfois niveler par le haut. Chaque samedi et chaque dimanche, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'amour devrait être enseigné à l'école, l'empathie devrait être enseignée à l'école, la vraie éducation civique, l'amour de l'autre, l'amour des plantes, le respect de l'environnement profond, l'alimentation vraie, ça devrait être enseigné à l'école. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Jean-Baptiste de Panafieux. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous par Skype. Vous êtes biologiste et auteur de Dinosaura, les femelles dinosaures, paru chez Talent Haut. Merci de nous en parler. C'est vrai qu'on a l'habitude de parler du tyrannosaure, donc de le tyrannosaure, le diplodocus, le tricératops. Mais c'est vrai que
on ne se pose pas la question, en tout cas, nous, humains, nous ne sommes pas posé la question de savoir s'il existait ou pas des femelles et pourquoi finalement on a mis ces noms au masculin. Et donc, vous êtes attachés à nous expliquer ça dans Dinosaura. Est-ce que déjà, il y avait des mâles et des femelles chez les dinosaures ? Oui, comme chez pratiquement tous les animaux, il y a des mâles et des femelles. On donne aux animaux qui nous entourent des noms masculins ou féminins, ça c'est des traditions. On parle de la girafe, mais il y a des girafes mâles et des girafes femelles. On parle de la coccinelle, il y a des mâles et des femelles. Et on va parler du léopard, et là il y a des mâles et des femelles aussi. Alors, des mâles et des femelles, pour autant, vous consacrez un chapitre à la distinction justement des mâles et des femelles, assez complexe, on le comprend, hein, vu le nombre d'années qui nous séparent, et donc difficile de pouvoir reconstituer ce puzzle-là. Comment les paléontologues et biologistes dont vous faites partie ont procédé ? Ah oui, ça c'est une position de principe. On pense qu'il y avait des mâles et des femelles parce que chez la plupart des animaux, il y en a. Mais ensuite, sur les ossements fossiles qu'on trouve, on ne voit pas grand-chose concernant le sexe des animaux. L'ADN, il n'y en a plus. Bon, donc il faut trouver d'autres moyens. On sait qu'aujourd'hui, et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est voir comment les scientifiques réfléchissent, comment ils pensent trouver cette distinction. Alors, ils comparent avec les animaux actuels. Et chez les animaux actuels, il y a des différences dans la couleur, dans la forme, dans la taille, et parfois dans la forme des os. Et donc, ils vont regarder si chez les dinosaures, sur un site, on va trouver deux sortes d'os pour la même espèce, deux sortes d'os un peu différents. Alors, on ne sait pas si ce sont deux espèces différentes, les mâles et les femelles, les grands, les petits. Bon, il y a plein de questions, mais de temps en temps, on se dit, là, vraiment, dans ce cas-là, ça doit être les mâles et les femelles. D'accord, donc il y a quand même eu une certitude quant effectivement à l'existence des mâles et des femelles chez les dinosaures, mais pour autant, et c'est l'objet du livre, effectivement, en tout cas de la première partie qui fait un peu grincer des dents, on se dit, mais pourquoi, dans ces cas-là, avoir utilisé que, effectivement, un préfixe masculin, des noms masculins, pour définir les différentes espèces de dinosaures? Alors, ce à quoi je vous pose la question, forcément, que répondre à cela? Voilà, la réponse n'est pas compliquée. Les dinosaures, ils ont été inventés au 19e siècle. Et quand je dis inventés, c'est qu'ils ont été découverts et on leur a donné un nom général de dinosaures. Et des grosses bêtes dangereuses, on pense plus hommes que femmes. Oui, alors oui, vous voyez, c'est la seule définition. Moi, j'en ai une autre, mais je vous laisserai découvrir aussi dans ce merveilleux livre, qui est un peu plus, disons, cocasse, certes. En tout cas, quoi qu'il arrive, étant scientifique, cher Jean-Baptiste de Panafieux, forcément, vous redites à quel point l'importance, effectivement, de la détermination était là, mais il y a quand même cette idée de couver des œufs, davantage s'occuper des petits chez certaines femelles. Et en regardant un peu rapidement, je l'avoue, mais d'autres études, on parle souvent du T-Rex qui, a priori, c'est souvent femelle. Est-ce que c'est vrai? Alors, ce qui est intéressant avec les T-Rex, c'est que c'est un des seuls dinosaures pour lesquels on a un élément de preuve qui nous permet de dire cet os-là est féminin et cet autre est plutôt masculin. C'est que à l'intérieur de l'os, il y a une structure particulière qu'on retrouve chez les oiseaux au moment où les femelles pondent. Et comme les dinosaures, et en particulier les dinosaures carnivores, sont apparentés aux oiseaux, les oiseaux descendants de petits dinosaures carnivores, on se dit cette différence dans l'os, c'est peut-être la même chez les dinosaures que chez les oiseaux. Et là, comme on a deux sortes d'ossements chez les dinosaures, chez les T-Rex, des très grands et des un peu moins grands, on se dit l'un des deux groupes est plutôt les mâles et l'autre plutôt les femelles, et il se trouve que les plus grands ont cet os propre aux oiseaux femelles, et on se dit les tyrannosaures les plus grands, c'était les femelles. Les femelles. Et alors là, il y en a une autre femelle qui apparemment a été nommée en 79 par deux paléontologues qui étaient hommes à l'époque, mais qui ont choisi de donner un nom féminin. C'est la Maiasaura, c'est comme ça qu'on dit? Maiasaura, oui. Alors là, c'est un nom féminin parce que le A est féminin en latin. En même temps, ce qu'ils ont trouvé, c'est les œufs de ces dinosaures avec les petits. Les petits étaient sortis des œufs, mais étaient suffisamment grands pour qu'on puisse se dire qu'ils avaient vécu un certain temps dans le nid
Et donc l'un des parents s'en était occupé. La femelle ou le mâle, ou les deux, ça on n'en sait rien. Et on ne le sait toujours pas d'ailleurs. Mais ils ont donné un nom féminin. Oui, parce que alors Maya, effectivement, signifie mère nourrice. Hein, c'est vous qui le dites, hein, c'est pas moi, évidemment. Là, on voit les dessins de l'illustratrice Adeline Ruel ici. Donc Maya qui veut dire mère nourrice, hein, et Sora est le féminin de Saurus. Donc voilà, pour la bonne mère reptile, Maya Sora. Toutes ces distinctions, effectivement, entre mâle et femelle, vous l'avez dit dès le départ, elles ne sont pas évidentes, mais c'est fort intéressant de comprendre, effectivement, comment cela a été détecté. Vous parliez de la taille à l'instant, donc les femelles plus grandes que les mâles, pardon, pour certains ou certaines. Est-ce qu'il y avait des exceptions qui étaient connues? Alors, chez les dinosaures, on n'a pas assez d'éléments pour savoir. On pense qu'il y avait des espèces où les mâles étaient plus grands que les femelles et d'autres, c'était l'inverse. C'est comme chez les animaux actuels. Hein. Chez les baleines, les femelles sont plus grandes que les mâles. Chez certains rapaces, les femelles sont plus grandes que les mâles. Et puis, chez beaucoup de mammifères, chez les singes, les mâles sont plus grands que les femelles. Et elles avaient d'autres fonctions primordiales, prioritaires, en dehors du fait, évidemment, de la fécondité? Pas plus que pour les autres animaux aujourd'hui. La différence essentielle dans le monde animal, entre mâles et femelles, c'est vraiment la reproduction. La reproduction, oui. Bah, finalement, comme nous. Hein. C'est ça. Les accessoires de mode, un autre chapitre. Écoutez, chez les animaux actuels, les mâles et les femelles se reconnaissent parfois à leurs ornements. Et là, vous parlez, effectivement, je le montre, hein, parce que c'est fort joli, les bois de cerf, les plumes du paon, le ventre rouge. Pourquoi avoir cherché justement à les distinguer par cela? Alors, l'idée, c'est que dans la faune actuelle, les animaux qu'on connaît, on voit parfois une différence entre les mâles et les femelles, une différence très nette. Hein. Entre le cerf et la biche, il y a les bois. Entre le paon mâle et le paon femelle, il y a des différences de couleur et de forme de plumes, de queue absolument étonnants. Et ça, c'est complètement lié aux questions de séduction entre les deux sexes. On en revient toujours à cela, hein, finalement, c'est partout. Pour rendre cette histoire des dinosaures à un dinosaurat, il vous suffit de lire Dinosaura, les femelles dinosaures, paru chez Talent Haut de Jean-Baptiste de Panafieux et Adeline Ruel, pour tout comprendre et tout savoir si, déjà, si les femelles se cachaient réellement, hein, où étaient-elles, si elles étaient plus grandes ou plus petites, est-ce qu'elles étaient cantonnées à couver les œufs ou non. Vous saurez tout grâce à cet ouvrage. Merci beaucoup Jean-Baptiste de Panafieux d'avoir participé au Grand JT. Merci. On va tout de suite retrouver Adrien pour sa chronique. Adrien, dans votre chronique aujourd'hui, vous êtes intéressé à cette mesure adoptée vendredi dernier par le Parlement autrichien. Une mesure qui fait débat, en effet, puisque le gouvernement conservateur voulait absolument suspendre le regroupement familial. Eh bien, il a eu gain de cause. Une suspension temporaire, mais inédite dans l'Union européenne. Je vous explique, désormais, les autorités pourront tout simplement suspendre le traitement des demandes de regroupement familial dès qu'elles estiment, je cite, que le maintien de l'ordre et de la sécurité intérieure sont menacés. Concrètement, les réfugiés et les personnes avec un titre de séjour pourront déposer un dossier de regroupement familial, mais les autorités ne seront plus obligées de respecter le délai de décision de 6 mois. Avec le nouveau texte, une fois la demande déposée par un individu, son dossier ne sera pas automatiquement traité. Il ne sera même pas considéré aussi longtemps que le décret sera en vigueur. Pour mieux comprendre la façon de penser du gouvernement conservateur autrichien, on va écouter la ministre de l'Intégration, Claudia Pacholm. Pour elle, à chaque nouvelle arrivée, chaque entrée dans les conditions actuelles, la probabilité d'une intégration réussie diminue. Nous constatons la surcharge de nos systèmes. Cela se fait sentir que ce soit dans l'éducation, la santé, le logement, l'emploi, le social et bien d'autres secteurs. Nous devons simplement appuyer sur le bouton stop afin que l'intégration puisse réussir. Une étude montre très clairement que les personnes qui viennent en Autriche via le regroupement familial ne font pas partie de l'immigration qualifiée. Ce sont plutôt des personnes qui ne travaillent pas et qui sont donc difficiles à intégrer. Des personnes qui ne travaillent pas, oui, c'est une vérité, mais des personnes difficiles à intégrer, ça reste à prouver, car on parle de regroupement familial, on parle aussi d'enfants majoritairement, de jeunes personnes qui viennent retrouver un parent dans le pays d'accueil. Sur les 2 dernières années, plus de 17 000 personnes ayant droit à une protection, qu'ils soient arrivés avec leurs parents ou via le regroupement familial, ont déménagé en Autriche. La majorité vient de Syrie et est déjà concernée par des restrictions de leurs droits.
après la chute du président Bachar el-Assad en décembre 2024. Parmi ces milliers d'individus, de nombreux enfants en âge scolaire. Et ça, le ministre de l'Intérieur, Gerhard Karner, le dénonce. Il parle d'une surcharge qui pèse actuellement sur le système éducatif. Alors ça, c'est pour évidemment la position du gouvernement autrichien, mais elle n'est pas du goût de tous. Ouais, c'est là tout le problème, justement, puisqu'avec cette mesure, le ministre de l'Intérieur invoque la clause d'urgence. C'est un article du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, article selon lequel le droit national peut exceptionnellement primer sur le droit européen en cas de menace pour l'ordre public et la sécurité intérieure. Mais je le rappelle, on parle majoritairement d'enfants. Et l'argument d'une menace pour la sécurité intérieure de l'Autriche ne tient pas la route. Pour Franz Leyden-Müller, directeur de l'Institut du droit européen de l'Université de Linz. Cette clause d'urgence doit, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, être comprise de manière très stricte. Cela doit concerner l'existence de l'État, une menace de guerre civile ou une menace de chaos dans l'État, ce qui n'est pas le cas ici. Ce que l'Autriche prévoit est donc illégal, cela va à l'encontre du droit jurisprudentiel et cela aura pour conséquence que l'Autriche sera condamnée. L'Autriche devra mettre fin à cette mesure et dira alors « Nous voulions stopper le regroupement familial, mais la méchante Union européenne ne nous le permet pas ». C'est un jeu politique malsain. Autre réaction chez nous en France, car la mesure fait aussi débat. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, souhaite lui aussi durcir les règles autour du regroupement familial. L'une des mesures retoquées dans sa loi immigration concernait la durée de résidence nécessaire pour prétendre à ce regroupement. Bruno Retailleau souhaitait l'étendre de 18 à 24 mois. Une proposition française qui diffère de celle autrichienne, mais qui rajoute de la confusion à l'échelle européenne, selon l'éditorialiste Jean-François Achilly. Le sujet, c'est l'immigration. Et si chaque pays de l'Union, membre de l'Union européenne, décide dans son coin de ce que doit être une politique migratoire, avec le maintien de Schengen, ça pose problème. Je n'émets pas d'avis personnel quand je dis ça. Est-ce qu'il en va du sujet d'immigration comme de la fiscalité ou la vie économique de l'Union européenne? C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'harmonisation et on va dire de règles à peu près communes au sein de l'Union, je ne sais pas comment on peut avoir une politique. Si chacun fait ce qui lui plaît dans son coin, ça va devenir compliqué de décider. Et puis pour en finir avec le cas de l'Autriche, la parole aux principaux concernés, les réfugiés. Pour eux, c'est surtout l'incompréhension et le désespoir qui dominent. Mohamed fait partie de ces nombreux Syriens à avoir fui le pays. Il est arrivé seul en Autriche fin 2021. Il a d'abord obtenu l'asile dans le pays et à 32 ans, il parle désormais allemand et travaille comme couvreur. Il y a 2 ans déjà, il a fait une demande de regroupement familial pour pouvoir faire venir sa femme et ses 2 enfants, actuellement en Turquie. Il attendait une réponse depuis plus d'1 an lorsqu'il a appris la volonté du gouvernement autrichien. Écoutez son témoignage au micro d'Isorias. Je trouve cela inhumain. Comment peut-on séparer des familles? Comment peut-on faire ça? Nous avons toujours eu de l'espoir, mais maintenant, nous n'en avons plus aucun. Je me sens perdu. Je suis normalement un homme très ouvert, mais en ce moment, je n'ai plus envie de rencontrer des gens. Mes amis et connaissances me disent d'aller voir un médecin, mais que peut faire un médecin pour moi? Je connais la solution. La solution, c'est ma famille. Ma femme pleure presque tous les jours et mes enfants me demandent tout le temps quand ils vont pouvoir venir me rejoindre et je ne peux pas répondre à cette question. Je ne sais plus ce que je dois faire. Je ne peux qu'attendre un miracle. Voilà pour cette mesure qui va faire parler encore malgré son adoption. Pour combien de temps, ça reste à voir. Le gouvernement autrichien souhaite qu'elle s'applique pour au moins 1 an. Merci beaucoup Adrien, merci. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le ZAP. Mais la Cité de la Mer se déplace. Vous proposez aussi des voyages itinérants, si je puis dire. Vous allez à la rencontre des gens? Oui, voilà. On a voulu, après bientôt 25 ans d'existence, être en capacité de se rapprocher des publics. Pas que nos publics, pas que ceux qui sont déjà venus à la Cité de la Mer, mais les publics les plus éloignés, ceux qui ne sont jamais venus, parfois. Mais surtout ceux qui ne sont pas en capacité de venir parce que c'est trop loin, parce que c'est cher, peut être cher de se déplacer, ou parce qu'il y a un problème de mobilité physique ou autre. Donc notre conviction, elle était double. La première, c'était de rapprocher la culture, et notamment la culture scientifique, de tous les publics, notamment les publics les plus éloignés, en milieu rural plus particulièrement. Et notre deuxième conviction, c'était de continuer de faire notre plaidoyer au service de l'océan, voilà, de montrer qu'il est beau, mais aussi de montrer qu'il est fragile, avec une double expérience. La première étant une expérience immersive
avec un film qui a été réalisé avec une caméra en 360 dans ce qu'on appelle le triangle de corail en Indonésie, toujours pour montrer à la fois la beauté et la fragilité. Mais à côté de ça, pas uniquement être dans de la présentation ou même presque de la consommation, dirais-je, mais d'avoir des ateliers que l'on peut effectuer soit pour les écoles, soit pour les centres de loisirs, en famille, entre amis, sur différents aspects de l'océan, au niveau du plancton, du phytoplancton, au niveau des cétacés, au niveau des tortues, au niveau du plastique, pour être en capacité aussi que chacun puisse être acteur de son expérience culturelle. Mais oui, c'est un mensonge. On n'a jamais vu quelqu'un s'appeler tout seul. Du moins, au premier tour. Hein. Après, au deuxième, vous savez comme moi qu'en ce moment, on peut changer de prénom, absolument. Et c'est même parfois très souhaitable, au fond. Hein. Je me demande même si on ne va pas en arriver à choisir, finalement, notre prénom, au fond. Parce qu'il y a quand même quelque chose aussi d'un déterminisme. C'est le goût des autres, le prénom. C'est une manière, comme ça, de laisser l'autre prendre le pouvoir sur nous. Puisqu'on s'appelle toute notre vie comment ils ont voulu qu'on s'appelle. Et souvent, d'ailleurs, comment ils ont voulu qu'on s'appelle, ça cache comment ils ont voulu qu'on soit, comment ils nous ont rêvé, ils nous ont choisis, nos parents, puisqu'on n'était pas encore nés, que déjà, on était le rêve parental. À travers le choix du prénom de notre enfant, on se raconte, et on le raconte, ou on la raconte, notre enfant, par anticipation. Mais oui, c'est ça. Et cette anticipation crée quelque part l'identité, au fond. On a besoin, à un moment donné, d'être rêvé, d'être attendu. Dans la vie aussi, il n'y a pas seulement le prénom, hein, mais il y a quelque chose, voilà, quelque chose qui nous pousse à exister, qui nous donne la force d'exister par l'amour des autres, par la considération des autres. Et le prénom en dit long, dans le meilleur des cas, effectivement. On va peut-être commencer par la base, Riyad, si vous voulez bien nous présenter Octomap, ce que vous faites, vous qui avez été professeur de mathématiques pendant plusieurs années. Racontez-nous. Oui, donc l'ADN d'Octomap, c'est du papier et du numérique pour permettre aux enfants de réviser le programme et de progresser en mathématiques. Souvent, en fait, l'idée est née d'un constat. Les élèves ont perdu le goût à l'effort. En fait, ce qu'il faut la période où j'étais enseignant, ce que je disais à mes élèves, c'est l'erreur fait partie de l'apprentissage. Il faut qu'ils admettent que il faut faire des erreurs, s'entraîner, c'est comme la cuisine, il faut mettre la main à la pâte pour voilà. Et donc notre dernier coffret, c'est Octomap Anal brevet. Je pourrais vous en parler donc par rapport à ça. Avec plaisir. Alors d'abord, peut-être, vous l'avez dit, et d'ailleurs j'ai l'impression que vous êtes peut-être dans votre bureau, dans une salle de classe encore durant vos 10 années, je crois, d'enseignement. Quels ont été les défis les plus marquants que vous avez rencontrés justement face à ces élèves qui peut-être vous partagez aussi leur peur, leur crainte des mathématiques? Oui, en fait, pendant ma période où j'étais enseignant, je me suis rendu compte qu'il y avait ce que j'appelais les erreurs prévisibles. C'est souvent les mêmes erreurs qui reviennent. C'est l'accumulation de petites lacunes. Au bout d'un certain moment, l'enfant décroche ou l'élève décroche. Donc, dans un premier temps, il faut identifier ces lacunes, puis après mettre des méthodes, des process, chaque enseignant avec son propre processus pour combler ces lacunes. Quelle place est-ce que vous réservez aux navigatrices et navigateurs à la Cité de la Mer? Alors c'est une place de cœur puisque un de nos membres phares et qui nous accompagne en termes d'expertise et de conseils, c'est entre autres François Gabard. Pour nous, les navigateurs ont une place importante, mais qui deviendra de plus en plus importante dans nos parcours et notre parcours notamment Océan du futur, parce qu'on les considère comme des vigies de l'océan. Ils se rendent compte du changement climatique et ce sont des passionnés. Ils en parlent. Donc forcément, c'est quelque chose qui est important pour nous. Et la sensibilisation qu'on fait, que ce soit autour de différentes courses comme celle sur Café l'Or, la Route du Rhum ou même plus localement la Fastnet à Cherbourg, c'est quelque chose qui est fondamental. Donc on tient à eux. Ils sont présents d'une certaine manière, mais il y aura un travail d'ici quelques mois, quelques années, mais pas trop, pour améliorer grandement leur place chez nous. Joseph Agostini, ils m'ont appelé Kevin, ce que les prénoms disent de nous. Kevin, justement, alors, c'est plus très à la mode maintenant.
hormis dans le Nord, c'est ça, il y a le Nord qui fait de la résistance. Absolument, et il y a Kevin Fafournou qui a créé l'association Sauvons les Kevin, et c'est lui qui m'a quand même en quelque sorte donné l'idée du prénom Kevin, parce qu'il dit qu'effectivement il en a un peu honte de son prénom, et il montre quand même comment un prénom peut effectivement être très branché, très tendance. Il ne faut pas oublier qu'en 1990, il y avait 35 000 naissances. Ouais, c'est ça. De Kevin Costner, Kevin McAllister, de Maman j'ai raté l'avion. Il y a eu comme ça. Pour moi, c'était Kevin Keegan, c'était un footballeur, mais vous êtes trop jeune. Ouais, Kevin Keegan. Il y a eu tout cette. Disons que Kevin en 90, c'était pas Kevin en 2025. C'est ça. C'était vraiment tout autre chose. Et aujourd'hui, effectivement, il y a environ une centaine peut-être de Kevin effectivement répertoriés en 2020. On comprend de ce que vous nous partagez qu'il y a quand même un sujet et un problème avec l'apprentissage des mathématiques. C'est-à-dire que les élèves peuvent vous dire, en tant qu'enseignants ces 10 dernières années, que les mathématiques ne sont pas toujours évidentes non plus à apprendre, à comprendre, que c'est un sujet parfois complexe qui peut faire peur aussi. Et donc vous avez voulu vous attaquer à ce sujet-là, notamment en créant cette application Escofré. Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à vos éventuels concurrents qui viennent d'ailleurs régulièrement dans cette émission nous présenter leur offre et leur pédagogie? Donc, ce que je disais, c'est notre ADN, c'est le papier. Le numérique vient en complément au papier. Le jour de l'examen, c'est une évaluation écrite. Donc, Octomap, c'est une année scolaire dans un coffret compact. Je ne sais pas si vous vous rappelez le fameux pavé de 400 pages. C'est en une seule boîte, de 20 fiches. Et en fait, on s'attache beaucoup à l'expérience utilisateur et elle commence dès l'ouverture des coffrets. Je vais essayer de vous le présenter. En fait, c'est toujours visuel. On a une idée du programme et des notions à réviser pour le brevet. Donc, concrètement, comme vous voyez derrière au tableau, c'est des fiches à déplier, à compléter. Le recto, je vais faire le prof. Le recto, c'est une synthèse de la leçon sous forme de carte mentale. Donc, ça reste visuel, accessible. Ça fait moins peur qu'un pavé de 400 pages. En caractère 10, voire 9. Et au verso, vous avez une sélection d'exercices de brevet. Voilà. Avec un timing. Je vais essayer de le montrer à la caméra. Voilà, on a une petite sélection d'exercices. Et en fait, ce côté visuel, ça dédramatise la notion. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de ce grand JT. Merci à toute l'équipe en régie. Aujourd'hui, à la réalisation, Xavier Sanchez, le son, Héloïse Merlin, le maquillage, Laure Redemont, Laura Girard et Emma Ferret. À la rédaction, très belle soirée à tous. On se retrouve demain. Ciao.